Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire une table ronde au sujet de l'IA. Sans surprise, ça va être un des sujets sur lequel on va beaucoup parler aujourd'hui. Un sujet qui avance très vite, où tout le monde se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est une vraie révolution? Est-ce que c'est une évolution, simplement? Et pour ça, je vais inviter Laurent et Siddhartha à me rejoindre sur scène. Merci, messieurs. Allez-y, prenez un micro. Ce que je vous propose, avant que vous vous présentiez, c'est qu'on voit un petit peu ce qu'on va aborder tous les trois aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est qu'on échange sur les différents usages sur la data et particulièrement sur l'IA, voir dans quelle mesure finalement ça a pu changer vos métiers, les faire évoluer. Et puis ensuite, on parlera sans doute des perspectives finalement sur l'IA, voir comment vous voyez évoluer les choses dans un avenir plutôt proche. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Siddhartha, je te laisse commencer. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Siddhartha de Club Med, ça fait 1 an et demi que j'ai pris les directions data au Club Med. Et avant, j'ai travaillé 5 ans en tant que CDO aussi chez Aéroport de Paris, donc enjeu retail important. Et j'ai passé quelques années dans les groupes de communication. J'étais un data scientist parmi les premiers en Europe de formation. Et depuis, j'ai évolué en tant que CDO. Merci beaucoup. Laurent? Ouais, Laurent, du coup, ça fait 3 ans que j'ai rejoint le groupe Fnac Darty en janvier 2021. Initialement sur des problématiques data vraiment centrées sur le domaine e-commerce. Donc vous verrez, ça déteint encore un peu. Beaucoup de mes exemples seront peut-être teintés e-commerce. Et là, aujourd'hui, sur un poste plus transverse pour l'idée la data au sein du groupe Fnac Darty. Et anciennement, effectivement, un profil plutôt tech. J'ai travaillé dans les équipes de la R&D chez Criteo sur des problématiques data assez pointues pendant près de 5 ans. Donc en effet, un beau parcours tous les deux dans la data, deux experts sur le sujet. Ça tombe bien, rentrons vite dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup ces derniers temps d'intelligence artificielle, surtout d'intelligence artificielle générative, avec l'arrivée de ChatGPT. Mais finalement, l'IA, vous l'utilisiez quand même depuis très longtemps au sein de vos organisations. Est-ce que vous pouvez peut-être, avant de commencer, peut-être nous parler dans quelle mesure le deep learning ou le machine learning était utilisé auparavant dans vos sociétés respectives, pardon. Je veux bien un peu décrypter en fait ce sujet. Donc effectivement, l'année dernière, avec l'arrivée de ChatGPT, l'intelligence artificielle a été légitimisée, je dirais. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde en parle, tout le monde voit l'intérêt, mais tu as raison, ce n'est pas un nouveau sujet. Ça fait presque 90 ans en fait que les premières recherches dans l'intelligence artificielle ont démarré. Ah oui, j'aurais pas dit autant quand même. C'est ça, exactement. C'est très intéressant en fait. Au début, dans les années 1950, le même année que Club Med est né aussi, il y avait des chercheurs de neurosciences en fait qui ont commencé des premières recherches pour comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence. Et ensuite, il y a eu une vague des chercheurs qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle, mais qui s'appelait l'intelligence artificielle symbolique. C'est-à-dire qu'il essayait de créer des règles d'intelligence et ensuite programmer ces règles dans un informatique, ordinateur, et essayer de réaliser des tâches. Et c'était pas, voilà, c'était pas très scalable, je dirais. Et ensuite, il y a eu d'autres chercheurs qui ont dit non, on va essayer de simuler en fait des réseaux de neurones qui sont dans le cerveau des hommes et des femmes pour simuler en fait, parce que les règles des intelligences sont infinies. Donc il faut avoir quelque chose en fait où on donne beaucoup d'informations et on laisse l'ordinateur de retrouver ces règles d'intelligence. Et ça n'a pas eu beaucoup de succès parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas beaucoup de puissance informatique et donc il n'y avait pas non plus Internet, donc il n'y avait pas énormément de données. Il n'y avait pas beaucoup de data, c'est ça? Exactement, Ouais. exactement. Mais le réseau de neurones qui est la base de deep learning, c'est né en fait. Et nous, dans les entreprises, ça fait 10 ans qu'on utilise des réseaux de neurones, mais pour réaliser en fait ce qu'on dit l'intelligence artificielle spécialisée. Des tâches spécialisées. Donc, on utilisait l'intelligence artificielle, deep learning, pour prédire le comportement d'achat des clients, pour reconnaître des images à partir de beaucoup d'images. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec l'arrivée des LLM, Large Language Model? Ils ont repris en fait ces mêmes réseaux de neurones
Et ils ont trouvé des investisseurs qui donnaient l'argent pour acheter en fait une puissance infinie. Et ils ont entraîné des modèles avec le réseau de neurones, avec presque toutes les informations d'Internet. Et du coup, ils ont inventé quelque chose. Donc, c'est un résultat d'une modélisation où le résultat, c'est des prédictions de mots. Parce que, ouais, Voilà. Et avec cette notion de prédiction de mots, en fait, le notion de prompt engineering est né aussi. Donc, c'est vraiment une rupture d'innovation presque comme celle d'iPhone. Et du coup, mais derrière, en fait, on a les mêmes techniques de deep learning, mais avec un nouveau usage qui est avec du prompting. On peut interroger l'intelligence embarquée, en fait, des milliards de règles qu'il a appris, les règles il y a 70 ans, en fait, il essayait de configurer à la main. Et aujourd'hui, on peut faire tout un tas de choses avec cette puissance, en fait, qui est presque plateformisée. Donc, c'est exactement le même moment comme l'arrivée d'iPhone. Et tu avais une question aussi, c'est comment ça va évoluer. Ouais. Je pense que c'est le début. Juste, excuse-moi, du coup, pour résumer ce que tu dis, il y a trois éléments dans ce que tu dis qui sont importants, je pense. C'est en effet la multiplication des données qui sont maintenant sur le web accessibles pour entraîner ces modèles. La baisse du coût aussi d'accès à la technologie, parce que le cloud coûte moins cher, les processeurs sont plus puissants, et aussi le fait que les usages sont facilités via le LLM, donc c'est le fait de faire des prompts simplement sur l'IA générative qui permet finalement aussi la multiplication des usages et l'entraînement finalement à l'infini. Mais si on distingue bien finalement cette démocratisation via ChatGPT en particulier et les usages que vous en faisiez avant dans votre entreprise, est-ce que peut-être, Laurent, tu peux nous dire peut-être quelques usages sur lesquels tu travaillais avant l'arrivée de l'IA générative, peut-être particulièrement sur des modèles de machine learning et deep learning comme le disait Siddhartha? Complètement. Effectivement, comme je disais, je vais prendre peut-être des exemples liés vraiment à notre patrimoine e-commerce parce que c'est là qu'on a commencé. Finalement, c'est le plus facile quand on est un retailer pour investir sur la data et avoir des use cases transformants, de commencer par cette partie digitale et ensuite faire infuser dans l'entreprise. Des use cases qui travaillaient, qui utilisaient la puissance du machine learning, on en avait déjà avant que l'IA générative arrive. Et on en parlera peut-être après. La question maintenant, c'est de savoir comment on les challenge et comment est-ce qu'éventuellement on les fait évoluer avec ce nouveau paradigme qu'est l'IA générative. Pour en citer quelques-uns, en fait, les plus emblématiques qui vont être visibles par nos clients, ça va être essentiellement, par exemple, sur nos sites e-commerce, on a quelque chose qui est très important, c'est de faciliter l'accès aux produits et ce qu'on appelle l'aide au choix digital de nos clients. C'est-à-dire qu'on a un client qui vient, il a un besoin, et il faut qu'il soit en mesure de trouver le produit qui répond à son besoin le plus efficacement possible. Ça passe par plusieurs leviers. Et parmi ces leviers, on va avoir en particulier le moteur de recherche interne de nos sites, qui est quand même quelque chose d'assez central quand on regarde en fait la part de clients qui l'utilisent et qui trouvent leurs produits grâce à ce moteur de recherche. Et les moteurs de recherche, ça a eu une évolution historique où historiquement c'était basé sur des règles déterministes, où en fait on allait dire j'ai des mots dans une requête, je vais regarder les mots qui matchent dans les produits. Il y avait plein de technos qui sont développés, type Elasticsearch, pour faire de l'indexation et récupérer justement les données qui matchaient. Et ensuite on est venu ajouter des surcouches sur ces moteurs de recherche, basés sur l'algorithme de machine learning puis de deep learning, pour essayer de faire en sorte de mieux comprendre en fait quelle était l'intention derrière la requête et d'être capable de remonter des produits qui soient adaptés. Et donc en fait on a des exemples qui sont assez frappants. Finalement maintenant on a des requêtes, on est capable de remonter des produits qui correspondent à l'intention, mais où les mots ne matchaient pas directement. Alors j'ai un exemple qui est très anecdotique, mais qui est très parlant, qu'on a bien chez Fnac, où en fait on a une grosse activité de produits éditoriaux et de vente de livres en ligne. Et finalement, on se retrouve avec des gens qui, par exemple, cherchent, alors ça existe encore, des gens qui cherchent des guides du routard pour partir en vacances. Et on a des requêtes de gens qui nous mettent, par exemple, guide du routard Biarritz. Or, on n'a pas de guide du routard de Biarritz. On a un guide du routard du Béarn, on a un guide du routard du Pays Basque. On n'a pas de guide du routard de Biarritz. Et en fait, la force du coup d'un moteur de recherche qui va être augmenté par ces algorithmes de machine learning, c'est être capable de pouvoir pousser ce guide du routard du Pays Basque et du Béarn, par exemple, sur la requête guide du routard Biarritz. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais sur le sujet de l'aide au choix, on va par exemple avoir tout ce qui est le moteur de recommandation, donc être capable de pousser des produits qui sont similaires à un produit donné, faire de l'upsell, des produits complémentaires pour faire du cross-sell, et on sait que c'est un gros enjeu le cross-sell parce que c'est là où on fait de la marge, quand on est un retailer, en particulier sur les verticales de Fnac et Darty. Ou même pour faire recommander des produits personnalisés en son historique d'achat. C'est aussi des algorithmes qui vont être motorisés justement par l'intelligence artificielle. D'accord, et ça, il n'y a pas eu besoin d'attendre l'IA générative, en effet, pour que ça soit déjà efficace et effectif. Exactement. Et de ton côté, Siddhartha, tu avais des cas d'usage aussi, finalement, appliqués peut-être soit au modèle commercial de Club Med, soit à la partie marketing ou relations clients?
Oui, tout à fait. On a des cas d'usage qui sont pas très loin, hein. Donc, on fait ce qu'on dit lead scoring. Parce que aujourd'hui, on a en fait, grâce à notre stratégie il y a 10 ans, de créer une distribution directe sur 70% de nos ventes via nos canaux digitaux, mais également des canaux physiques. Et du coup, on a aujourd'hui un patrimoine de données omnichannel qui est très important. Dans notre Data Factory, on a hébergé plus de 2 milliards de données autour de ces parcours omnicanaux. Et du coup, ce data est très important pour ensuite appliquer en fait ces modèles, soit deep learning ou machine learning, justement pour mieux prédire le comportement d'achat, le profil de client. Et ensuite activer en fait ces outils qui permettent de mieux comprendre l'intention du client de manière omnichannel, donc soit dans nos centres d'appel ou sur le site web, et puis dans les villages aussi, parce que les villages, on a des boutiques, on a des enjeux en fait de créer plus en plus de services qui donnent plus de satisfaction, bonheur aux clients. Donc, il faut être proactive versus réactive, et c'est là en fait le rôle de la data pour aider en fait les métiers business et opérationnels pour optimiser leur quotidien, mais également être proactive pour créer plus de bonheur, quoi, qui est notre mission principale. Ok, merci beaucoup. Et finalement, qu'est-ce que ça a changé l'IA générative pour vous, si ce n'est peut-être d'avoir plus de demandes de la part des métiers en disant oh, je ne savais pas que c'était possible, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite, qu'est-ce que ça a changé finalement sur les usages que vous aviez priorisés dans votre roadmap? Est-ce que vous avez dû reprioriser des usages, par exemple, dans votre roadmap? Laurent, peut-être? C'est certain que ça a rajouté déjà une grosse exposition à tout ce pan IA générative au sein de l'organisation dans son ensemble. Je pense qu'on en reparlera de comment est-ce qu'on a pu détecter les use cases ou les prioriser, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est sûr que ça a mis un énorme coup de projecteur sur l'IA générative, les use cases qu'on pouvait faire avec. Ça, c'est la partie un peu montée en charge, etc. Même si finalement la culture data, comme ça avait été dit en introduction, elle commençait à s'infuser, mais lentement dans les entreprises. La data, elle était plus perçue comme un outil de décision. Les investissements, ils étaient faits sur des plateformes qui permettaient d'avoir de la BI, de commencer à avoir des choses. Et comme je disais, les use cases, ils avaient du mal à émerger dans des directions métiers où finalement les gens avaient des conceptions finalement, j'allais dire un peu traditionnelles de leur métier, mais ils savaient le faire, ils savaient bien le faire, et ils avaient du mal à dire en quoi est-ce que l'IA va m'apporter quelque chose. Et là, avec l'arrivée de ChatGPT, ils se projettent beaucoup plus facilement en fait dans la valeur que peut avoir l'IA. Et sur une petite aparté, il y a aussi un enjeu extrêmement alors je vais rentrer un peu dans la technique, mais il y a un enjeu un petit peu technique dans ce que va porter l'IA générative, qui est, ça va venir challenger certaines approches qu'on avait jusque-là. Je vais prendre un petit exemple qui est en fait de se dire, on a un cas d'usage assez simple, vous allez voir, dans les catalogues de Fnac et Darty, qui est de dire, en fait, Fnac et Darty aujourd'hui sont de grosses marketplaces. On a plus de 90% des produits qu'on vend sur nos sites web qui viennent de vendeurs tiers, qui sont poussés dans notre catalogue. Et du coup, la qualité de ces produits qui sont poussés en marketplace, elle est assez hétérogène. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des produits qui vont être très bien renseignés et des produits où, en fait, on est des vendeurs marketplace, ils font du fire and forget, ils nous poussent leur catalogue, ils mettent tout dans la description, rien dans la donnée structurée, donc on n'a aucun attribut. Ils vendent un PC portable, on n'a pas d'attribut renseigné en termes de structuré sur la quantité de RAM, la diagonale de l'écran, la génération du processeur ou ce qu'on veut. Donc beaucoup plus difficile ensuite de le vendre et de le faire remonter intelligemment dans le moteur de recherche, comme je disais. Et donc on a un enjeu qu'on a depuis très longtemps et qui était là bien avant que l'IA générative arrive, qui est d'être capable d'avoir une qualité de données importante et surtout de venir être capable, en capacité d'extraire de la donnée non structurée, que ce soit des titres, des descriptions, des points forts, cette donnée structurée, que vont être des attributs techniques, par exemple. Et donc, alors, ça, c'est un peu pour planter le contexte, essayer de ne pas être trop long. Et une fois qu'on s'est dit ça, on avait tenté par des techniques de deep learning traditionnelles, disons, avant l'IA générative, de répondre à ce besoin. Donc, il y a des techniques qui existent de natural language processing qui vont venir interpréter en fait la structure des phrases dans la description pour venir essayer de trouver les attributs techniques qui vont matcher. Et donc, ce projet-là, quand on l'a lancé, pour faire des choses un peu abouties et pratiquement à l'état de l'art, c'était 2 data scientists pendant 3 à 6 mois qui travaillaient dans leur coin, qui déployaient des modèles disponibles en open source, qui venaient les entraîner sur les données qu'on avait dans notre catalogue, qui heureusement étaient nombreuses, les raffiner, ensuite on a essayé de les pousser en production, etc. Et quand l'IA générative est arrivée, on s'est posé la question de dire, ok, ce use case qui est assez complexe, qu'on a mis du temps à déployer, si on avait voulu le faire maintenant, aujourd'hui, avec l'IA générative, comment est-ce qu'on aurait pu le faire?
Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout simplement, cette tâche de venir extraire des attributs d'une description, avec un prompt qui est bien formaté en expliquant à un LLM de base, un peu, d'ailleurs n'importe lequel, un LLM un peu performant qui est disponible sur le marché, en lui disant je vais donner une description, c'est une description pour un PC portable, et je veux que si jamais tu trouves dans le texte, tu m'extrais la quantité de RAM, la diagonale de l'écran et la marque du processeur. Et en fait, on se rend compte que un LLM fait ça avec une performance qui est bien meilleure que celle qu'on avait avec nos techniques traditionnelles de deep learning, et pour finalement un investissement en travail humain à haute valeur ajoutée, qui était le travail avant du ML Engineer, Data Scientist, qui est beaucoup plus faible. En fait, tout ce qu'il nous faut, c'est un prompt engineer qui va raffiner un prompt pendant quelques jours ou voire quelques semaines au grand maximum. Et donc c'est aussi un shift de paradigme technique, c'est là où je voulais en venir, qui est de dire certaines techniques qu'on utilisait jusqu'à présent, on a besoin de beaucoup de données pour s'entraîner, etc. On va les remplacer par des prompts bien ficelés et ce qu'on appelle, on en reparlera peut-être, du few shot learning, c'est-à-dire à la place d'avoir un modèle que j'entraîne sur des quantités de données phénoménales, je prends un LLM qui a déjà été entraîné sur des quantités de données encore plus importantes, mais qui finalement n'a plus besoin que de quelques exemples pour savoir exactement ce qu'on lui demande. Ok, donc si je résume ce que tu dis, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau, finalement, c'est de se dire que déjà la data, et on l'a dit en introduction, doit servir à tous les niveaux de l'entreprise, plutôt pour un niveau de pilotage, et c'est ce à quoi finalement vous êtes arrivé dans vos entreprises respectives pour faire, et vous continuez de le faire, je suppose. Le deuxième étage, c'est de se dire comment on utilise peut-être les modèles d'IA pour renforcer certains cas d'usage. En effet, là tu parlais de moteurs de recherche, ça en fait partie. Et finalement, le troisième niveau, c'est de se dire dans quelle mesure l'IA générative permet peut-être de renforcer ou d'aller plus vite sur certains usages que vous réalisiez déjà dans vos entreprises. Tu es d'accord avec ça, Siddhartha, aussi? C'est le même cas chez Clubmed? Oui, exactement. Et comme je t'avais expliqué, en fait, quand on parlait précédemment, l'évolution de data, il y a eu 3 étapes, en fait. Le data, et comme Laurent disait, était utilisé beaucoup pour les tâches opérationnelles, donc que moi j'appelle le diagnostic. Disons, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? L'action s'est réalisée, maintenant on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, c'est diagnostic. Et ensuite, avec l'adoption de machine learning et des modèles prédictifs, on est passé en fait sur une phase qui est prédictive. Disons maintenant, on va non seulement analyser qu'est-ce qui s'est passé, mais on va aussi essayer de prendre des actions de manière proactive. Et là, avec l'IA générative, Laurent parlait en fait d'extraire des attributs. Et cet après-midi, je crois, Weiser va parler comment générer des attributs, générer une fiche produit directement à partir des LLM. Là, on va partir en fait dans une phase de prescriptive, c'est-à-dire que c'est l'IA en fait va aussi nous guider comment prendre des actions, mais de manière stratégique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous lui donner en fait un jeu de données, des exemples, le problématique, et il va non seulement les analyser, mais il vous dira précisément qu'est-ce qu'il faut faire dans un certain nombre de tâches. Donc ça c'est le rupture en fait phénoménale de passer de prédictive à prescriptive. Et est-ce que tu arrives du coup à prédire ce que le client va choisir comme prochain centre chez Club Med? Ça peut aller jusque-là ou pas encore? Ça, on faisait déjà en fait, justement en fait. Mais maintenant, il va non seulement me dire où il va partir pour son prochain séjour, mais potentiellement comment je dois prendre soin de lui. Quel service je dois lui proposer, quel spectacle d'animation. Et je rejoins Laurent, en fait. Il y a des choses qu'on savait faire avant aussi, mais ça a pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus de l'argent, beaucoup plus de gens. Et du coup, le time to market n'était pas adapté, et du coup, la ROI n'était pas adaptée, en fait. Et donc, si on rentrait dans un boardroom avec un PDG pour parler d'IA, en fait, on était sorti de salle, parce que c'est un sujet technique, ça coûte trop cher, et la ROI, il n'est pas garanti. Mais maintenant, ça change. Justement, comment vous sélectionnez les cas d'usage sur lesquels travailler? Comment vous pouvez aider les retailers ici dans la salle à faire leur sélection? C'est quoi votre méthode, vos méthodes au sein de vos organisations pour sélectionner ces cas d'usage? Laurent? Effectivement, alors, je vais vous donner de l'exemple qu'on a connu chez Fnac Darty, ça en est un parmi d'autres, il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'en fait, il va y avoir 2 phases et étapes principales quand on va regarder les cas d'usage avec l'IA et avec l'IA générative. Une première phase qui va être une phase d'idéation. Et cette phase-là, elle est très importante, qu'elle soit bottom-up autant que possible. C'est-à-dire qu'il faut faire émerger dans les différentes directions métiers. Il faut vraiment que ça vienne de partout à 360. Les endroits où finalement les gens
ont des difficultés, ont besoin d'aller plus loin en termes d'efficacité, ont besoin de toucher de nouvelles façons des clients. Donc tous ces besoins, qu'ils soient customer facing ou d'efficacité, on en parlera peut-être de la distinction plus tard, il faut que les idées émergent. Et donc en fait, c'est une phase assez large finalement, où il faut libérer les énergies et dire aux gens n'ayez pas peur. Remontez-nous tous vos problèmes, tous vos issues. Faites une liste au Père Noël. On n'en fera pas 10%, mais au moins, peut-être que comme ça, on va être capable de faire remonter des idées qu'on n'aurait pas eu autrement. Et je pense que cette phase d'idéation est très importante. Et ensuite, et donc quand l'IA générative est arrivée, ça a été un gros levier pour justement renforcer cette phase d'idéation, parce que auparavant, souvent, la difficulté qu'on avait, c'est que direction métier avec lesquelles on travaillait, elles avaient du mal à concevoir ce qu'on pouvait faire avec la data et ce que le deep learning était en capacité de faire, en quoi on pouvait les aider. C'est ce que j'allais dire, parce que réfléchir finalement sur ce qui est possible sans connaître l'IA, c'est pas facile. Donc tu as eu cette phase d'acculturation en amont de une petite phase d'acculturation, mais je pense que l'acculturation, elle a été faite pour nous, par les médias, par OpenAI, à travers ChatGPT, etc., ça a été un gros levier pour que les gens se rendent compte de ce qui était possible de faire avec et d'aller plus loin. Et en fait, un enjeu qu'on avait auparavant, c'était de prendre les équipes data, mais qui ne scalaient pas à l'infini, et de leur donner un peu une culture métier en leur disant, si vous n'allez pas voir vos métiers, si vous ne mettez pas dans leur soulier, vous ne serez pas capable de trouver les bons cas d'usage, parce que le métier ne fera pas cet effort, parce qu'il n'est pas en capacité de comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec des techniques traditionnelles de deep learning. L'IA générative renverse un peu la table, parce qu'en fait, on dit quasiment tout est possible, enfin, beaucoup de choses sont devenues possibles, tout n'est pas possible. Et donc, en fait, dites-nous ce dont vous rêvez, et ensuite, on verra si c'est possible ou pas. Plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est cette phase d'idéation, justement, qu'on a libéré, je trouve, beaucoup d'énergie. Et il y a eu un effort assez large, par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on a eu chez Fnac Darty, qui a été porté, et c'est là aussi où c'était intéressant, c'est parce que l'IA est devenu un sujet tellement transformant et structurant qui était plus porté que par la data. Nous, il a été transporté de manière transverse par la direction de la transformation et stratégie, chez nous, qui est allé voir toutes les directions métiers et qui leur a dit, dites-nous quels sont les endroits où vous pensez qu'on peut vous aider, et ensuite on verra ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ok. Tu as eu cette phase d'idéation aussi au sein du Club Med, tu as fonctionné un peu pareil dans un premier temps? Tout à fait. On a fait en fait un atelier avec 300 personnes, 300 personnes de tous les métiers, numériques, opérationnels, etc. Et on les a demandé, en fait, solliciter pour proposer des cas d'usage à partir des points de douleur qu'ils rencontrent tous les jours au quotidien. Et du coup, les développeurs, ils l'ont levé la main en disant le testing, c'est très compliqué, des logiciels, des product owners numériques, ils l'ont dit, nous, on veut faire plus d'exploration des douleurs clients avant de définir des produits. Voilà, donc, il y a eu 150 idées, en fait, qui ont émergé. Et justement, on ne voulait pas imposer la technologie, parce que la technologie, une nouvelle technologie qui n'est pas maîtrisée pose beaucoup de questions. Donc, même nous, au début, on n'est pas certain, en fait, qu'est-ce qu'on peut répondre. Et du coup, donc cette approche de bottom-up, mais top-down, c'est essentiel aussi. Et du coup, on était assez rapide pour aller voir la direction générale avec une acculturation et ensuite un plan stratégique pour justement aligner ces propositions des collaborateurs partout au monde avec les enjeux stratégiques de l'entreprise, liés avec des piliers d'entreprise. Ouais. Donc quand tu dis l'approche top-down, c'est que vous avez priorisé vous-même finalement l'ensemble des idées qui venaient des différents collaborateurs pour proposer une roadmap un peu plus construite et exactement, organisée. pour décliner une roadmap en fait qui soit pragmatique, parce que encore une fois en fait c'est tout début de l'histoire et ce n'est pas de la magie. Donc il faut pour garder l'intérêt et démontrer un intérêt très vite, il faut un roadmap en fait qui soit à court terme et à long terme. Alors, et donc pour ça, le top-down c'est important aussi, parce que si on n'a pas le soutien de PDG pour arriver à cette prochaine étape de transfert numérique, c'est plus complexe. Mais justement, pour prioriser aussi, ce qui est important, c'est d'essayer d'estimer une sorte de ROI. Donc finalement, les usages sur l'IA au sens large vont finalement permettre deux choses, grosso modo, c'est des gains de productivité, des gains d'efficacité. Donc ça, à la limite, c'est presque facile à calculer. On va se dire, on économise tant de temps à faire telle tâche qu'on ne fera plus. Mais après, il y a aussi des usages où on va plutôt gagner en précision.
par exemple sur l'assortiment, sur la définition du prix, de la marge. Et ça, le ROI, quand même, à calculer, il est quand même pas évident. Donc, comment vous faites finalement, vous, pour prioriser tel ou tel usage avec tel ou tel ROI? Laurent? Alors, on essaie autant que faire se peut de piloter par la valeur et justement d'estimer les ROI. Comme tu le dis, c'est pas toujours facile. Après, il y a plusieurs choses qui vont nous aider. Puis il y a des fois aussi, il va falloir s'engager, porter une conviction, avoir un gut feeling et dire là, on sait par expérience que on va pouvoir avoir de la valeur. Si je développe un tout petit peu, effectivement, sur les use cases d'efficacité, il y a tout de suite une question de reach. C'est-à-dire qu'en fait, on a des use cases d'efficacité où on s'est dit, on va venir faciliter la vie de nos équipes support, quelles qu'elles soient. Et finalement, la question qui se pose, c'est de dire, je veux augmenter la productivité ou l'efficacité de mes équipes de 10, 20, 30%. Finalement, si je le fais sur 3 personnes ou sur 50 personnes, la multiplication elle est très rapide et la différence, elle est évidente et immédiate. Donc là, de ce point de vue-là, effectivement, il y a cette facilité qu'on peut avoir. Sur des use cases qui vont être plus customer facing, où finalement on a du mal à estimer la valeur en amont, il y a deux choses en fait qui vont nous aider. La première, c'est que souvent, comme on le disait tout à l'heure, Siddhartha et moi, c'est que c'est des use cases sur lesquels on travaillait déjà. Améliorer la performance du moteur de recherche, améliorer le pricing de nos produits, jouer sur l'assortiment, sur la meilleure gestion de nos appros, etc. C'est des use cases sur lesquels on travaillait déjà avant d'avoir l'IA générative et donc sur lesquels on a déjà tout un tas de KPI qui existent, de méthodes de suivi. On a une idée, parfois elle est correcte, parfois elle est un petit peu fausse, mais des poches de valeur qui nous restent à aller chercher, des endroits où on peut optimiser. Et on a une deuxième chose qui est importante, c'est que même quand on ne peut pas mesurer le ROI en amont, il faut qu'on le mesure en aval. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des cycles d'itération courts et qu'on dise, OK, je vais essayer d'optimiser, prenons un exemple, mon assortiment et mes appros. Je vais peut-être pas savoir avant de le faire ce que je vais gagner. Par contre, dès que j'ai fait une première itération, un premier cycle, je vais mesurer. Je vais mesurer si ça a de la valeur ou pas. Si je fais un use case et que je suis incapable de mesurer si ça a de la valeur, c'est que c'est un problème en fait. C'est que c'est un no-go d'entrée. C'est en fait, on peut pas se lancer dans un use case en disant je sais pas vraiment pourquoi je le fais, je sais pas ce que je vais mesurer, etc. On a des roadmaps tellement riches, des choses tellement importantes à faire que il faut qu'on aille là où on aura de la valeur et là où on saura mesurer cette valeur. Et une façon du coup de limiter le risque quelque part, c'est d'avoir des cycles d'itération courts et de dire j'essaie d'aller chercher en premier les poches de valeur où je pourrais avoir une mesure rapide. Ça marche, je continue d'investir. Ça marche pas, j'arrête et je fais autre chose. Et c'est normal. Le propre d'un projet IA et data sur ce genre de choses, c'est que c'est exploratoire. Et parfois, on aura des très grandes réussites là où on n'attendait pas forcément énormément de choses. Parfois, on aura des grandes réussites là où on en attendait, et tant mieux. Mais parfois, on va aussi avoir des résultats décevants. On va se rendre compte que la valeur n'était pas là parce qu'il y avait un plafond de verre. Peut-être on répondait déjà aux besoins du client. Peut-être que c'était pas la meilleure chose à faire en premier lieu. Et dans ça, ce qui est important, c'est d'être capable d'être agile, de rebondir, d'itérer rapidement. Exactement. Et de pas justement venir s'acharner si jamais on se rend compte que la valeur est pas là. Et je pense que c'est la bonne façon justement de se prémunir et d'utiliser les ressources au bon endroit. Tu fais la même chose de ton côté, Siddhartha? Tu es plutôt en mode test and learn et ROI, amélioration continue, on va dire? Je vais donner quelques exemples concrets, mais effectivement, il y a un sujet en fait ROI indirect. Donc il faut pas tout, notamment quand on est en train de faire de l'innovation, il y a une phase d'innovation qu'il faut respecter et il ne faut pas tout juger par la ROI. Étant dit, je peux vous citer en fait deux cas d'usage où le ROI était facile à observer. Donc on a une base de données en fait qu'on s'appelle DAM, Digital Asset Management, avec images, vidéos. Exactement, des images, des vidéos pour les enjeux marketing et communication, plus de 50 000 images. Et chaque fois, il y a des photoshoots. En fait, on a plus en plus des images et des vidéos. Et avant, on décrivait en fait ces images à la main, manuellement. Il y avait quelqu'un en fait, suite à un photoshoot, il a pris image par image pour indexer à la main, décrire l'image. Et du coup, on a une indexation. Déjà, c'est pas une tâche qui est très intéressante. De plus, manuellement, de temps en temps, en fait, on va pas tout indexer non plus. Et cette tâche-là, on a automatisé avec l'IA. Avec même pas IA générative, avec un modèle de Google Vision, on a indexé automatiquement une indexation plus riche de plus de 50 000 images.
images. Et on demande aujourd'hui les gens de juste vérifier. Et du coup, ils passent d'un temps passé de 10 heures à 1 heure. Et Juste pour pour un résultat vérifier. Et qui un est- jour, peut-être, ça va être 0, Ouais. parce qu'on va faire confiance à l'IA. Donc ça, c'est un sujet, un cas d'usage. Autre cas d'usage, notre catalogue en fait, des fournisseurs. Parce que dans les villages, l'alimentation, FNB, tout sujet achat en fait très important. Donc on a 100 000 produits en fait dans une base fournisseur. Et tous les ans en fait il y a 5 000 produits qui sont rajoutés. Et ce catalogue, il faut traduire en multilangue, parce qu'on a des villages dans plusieurs langues, donc 9 langues en moyenne. Et celle-là, avec un modèle d'IA générative, on a automatisé la traduction de plus de 100 000 mots en 9 langues, avec une qualité en fait à 99%, 17%. Et du coup, j'avais demandé à ChatGPT en fait combien de temps ça prend pour traduire à la main 100 000 mots en 9 langues. Il m'a dit 450 jours. 450 jours. Étant dit, Et lui, il met combien de temps? lui, il met quelques secondes. Ouais, c'est ça. Quelques secondes, ouais. Mais la grande question, en fait, ce temps qu'on a gagné, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on le verra dans le bottom line ou le top line de l'entreprise? Et là, c'est un sujet beaucoup plus profond. C'est un sujet vraiment philosophique et organisationnel. Maintenant qu'on a des agents IA qui vont travailler avec nous, il faut que tous les leaders, en fait, à tous les niveaux, commencent à réfléchir leur plan organisationnel et puis le plan opérationnel pour prendre en compte, en fait, cette pouvoir qu'il existait. Mais maintenant, c'est beaucoup plus renforcé. Voilà. Et c'est quoi tes convictions là-dessus? Ça va servir à quoi justement tout ça? C'est pour faire plus? Pour faire plus avec moins? Mais clairement, la productivité en fait unitaire devrait augmenter. Mais maintenant, c'est un sujet plus culturel, organisationnel. Comment je vais mettre au profit cette productivité gagnée en fait? Est-ce que je vais continuer à faire la même chose mais de manière plus parfaite, ou je vais faire plus de choses, où je vais vraiment cibler en fait, il y a aussi un sujet de mesure en fait. Donc ça c'est culturel parce que moi-même maintenant je gagne du temps avec les outils qui sont là. Mais est-ce que je pilote en fait combien de temps j'ai gagné versus l'année dernière? Est-ce que je suis plus productif cette semaine? Est-ce que j'ai passé plus de temps avec ma famille? Comme j'ai des outils de productivité, non. Donc voilà. On va revenir sur ces éléments plus prospectifs juste après. Peut-être pour terminer sur ce premier tour d'horizon, est-ce que vous avez un peu quelques conseils à donner aux retailers qui sont dans la salle pour se lancer, que ce soit au sujet de la gouvernance, de l'organisation? Qu'est-ce que vous feriez à la place des retailers qui sont ici si vous commenciez presque from scratch ou avec des moyens qui sont limités? Vous feriez quoi là, tout de suite? Laurent? C'est une bonne question. Mon avis vaut ce qu'il vaut sur la question. Je pense que chacun peut avoir le sien. Sur la façon dont on fait les choses, je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Comme on le disait, ce qui est important, c'est de prioriser. Siddhartha l'a dit aussi, d'avoir une vision à court et à long terme et de ne pas sacrifier l'une au profit de l'autre. Il faut trouver cet équilibre en fait, entre avoir un impact rapide pour être capable d'embarquer les décideurs, de continuer cette trajectoire, d'avancer, de la cranter et de pouvoir mettre en place tous les enablers qui permettront d'accélérer demain. Et si on n'a pas ces résultats de court terme, on n'arrive pas aujourd'hui dans un monde du retail qui est de plus en plus difficile. C'était explicité en introduction, avoir les moyens justement pour avancer sur cette stratégie. Et pour autant, il ne faut pas non plus faire que les use cases les plus simples et sacrifier cette vision de long terme et la plateforme data, etc. Moi, finalement, si j'avais un conseil à donner là-dessus, c'est ne perdez pas de vue l'enjeu que sont vos assets data. Et quand vous avez une trajectoire data et IA, ne faites pas 95% d'IA et 5% de core data, parce que c'est pas ça qui vous aidera dans le futur. Ce qui vous aidera dans le futur, c'est d'avoir des bases saines, robustes. Je pense qu'on en parlera plus tard dans la journée. L'accès à la donnée, le fait que tout le monde puisse y accéder, qu'on ait des bases saines, et le fait de justement placer ce curseur de manière intelligente, et il va être différent pour chaque organisation. C'est pour ça que c'est à chacun de décliner cette stratégie en fonction de sa maturité, en fonction de ses moyens, en fonction de la taille du groupe.
pour justement avoir cette capacité à investir sur les assets data pour que demain, les nouveaux use cases ils soient générés encore plus vite, s'ils soient capables d'apporter plus de valeur, et en même temps d'avoir aussi des résultats de court terme pour justement nourrir l'ambition et pouvoir avancer encore plus vite sur la data. Ok, merci. Donc en effet, ça veut dire prioriser quelques usages, ne pas revoir toute la roadmap data et continuer d'avancer sur les sujets qui sont de pilotage, de partage de la donnée, partage de la performance avant tout, et lancer quelques cas d'usage en effet sur certains besoins bien identifiés. Siddhartha, tu as un conseil toi à donner aux retailers sur ce sujet? Moi, je vais rajouter le pragmatisme, c'est important, sans être sceptique. Donc, il faut y aller parce que sinon, on va être disrupté. Et en même temps, de ne pas oublier l'enjeu éthique. Je pense que c'est important, l'éthique autour de ces sujets, donc de réfléchir en fait pourquoi. La question pourquoi, c'est très important, pas que comment. Et les bases, évidemment, s'il n'y a pas de data, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de business. Donc ça pourrait être un piège aussi d'essayer d'aller trop vite, qui mettre en lumière des bases en fait qui ne sont pas encore solides. Et du coup, de trouver le juste équilibre entre renforcer les bases qui vont être très importants et en même temps avancer de manière pragmatique, avec des cas d'usage qui soient simples, sans oublier l'enjeu éthique et privacy. Voilà. Super. Peut-être une dernière question avant de prendre les questions dans la salle. On parlait de perspective justement. Si on parle de perspective à 2 ou 3 ans, sachant que déjà c'est beaucoup, je pense, pour l'IA, c'est quoi vos convictions sur les usages qu'on pourrait peut-être voir venir ou en tout cas qui pourraient encore changer par rapport à aujourd'hui? Laurent, tu as une idée là-dessus? Vaste évident, question. Non, vaste question. Je pense qu'en fait, l'enjeu, ça va être notre capacité, parce qu'en fait, on est dans une conférence sur le retail, et donc l'enjeu du retail, c'est la façon dont on communique avec nos clients. Je pense que la clé finalement du business, elle est là. Et l'enjeu, il va être justement dans la capacité à faire émerger des use cases qui vont transformer la vie de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, je fais une toute petite aparté, quand on regarde les use cases d'IA générative, moi j'aime bien faire cette distinction qui est de dire, et le niveau de risque est différent, je vais avoir des cas d'usage qui vont être de la productivité, de l'efficacité des équipes internes. Ces cas d'usage-là, ils sont clés, ils sont importants, ils vont apporter de la valeur, et ils ont aussi un niveau de risque mesuré, au sens où on va exposer des outils, des nouvelles méthodes, etc., à nos clients internes, mais pas finalement à notre base de clients externes qu'on essaye de toucher. Et deuxième grande catégorie de cas d'usage, justement, c'est ces cas d'usage qui vont être beaucoup plus transformants pour l'entreprise, qui vont être capacité à interagir avec nos clients. Et je pense que si transformation est là, et forcément ces cas d'usage-là mettent un peu plus de temps à émerger, parce que pas faire n'importe quoi, il faut qu'on arrive à avoir la bonne maturité justement quand on va commencer à les exposer. Il y a des choses qui vont être vraiment transformantes. Alors si je devais avoir ma boule de cristal, mais finalement on verra bien ce qui arrive. Je dirais que la principale transformation elle va être là, dans la façon dont on interagit avec nos clients, typiquement dans la façon dont on va communiquer avec eux, que ce soit par tous les canaux qui peuvent exister, et aussi dans l'expérience digitale qu'on va fournir, y compris l'expérience aussi en magasin, dans une expérience beaucoup plus personnalisée, où en fait on va mettre tous les assets de l'entreprise, y compris l'expertise des vendeurs, qui est très important dans les modèles omnicanaux, au service du client à l'échelle, par des techniques d'IA générative qui vont nous permettre de pouvoir converser directement, par exemple, d'avoir un modèle qui va converser directement en utilisant la base de valeur et de données de l'entreprise, évidemment, converser directement avec un client pour répondre à son besoin. Client qui vient et qui nous dit aujourd'hui, mon lave-linge, je prends l'exemple parce que c'est Darty, mon lave-linge est tombé en panne aujourd'hui, qu'est-ce que je fais en fait? Et donc, cette question de dire, avoir cette capacité à interagir sur un spectre très large. De dire ok, ton lave-linge est tombé en panne, est-ce que peut-être on peut t'aider à le réparer? Ça rejoint un peu la 4e disruption qui était présentée tout à l'heure, qui est de dire qu'il faut qu'on ait un modèle plus durable aussi demain, on passe sur une économie de plus en plus de l'usage, et donc avoir une offre de service complète qui dit j'ai un problème, comment tu peux m'aider à le résoudre, c'est aussi être capable de pousser ça, de dire on la met en panne, ok, je vais t'aider, on va regarder, est-ce que potentiellement tu peux le réparer tout seul, c'est quelque chose de simple, quel est le code de la panne, si c'est pas le réparer tout seul, quelle est la disponibilité que je peux avoir pour faire venir quelqu'un chez toi pour le réparer. Si en fait de par le diagnostic que je suis capable de faire juste en interagissant avec le client, je me rends compte que c'est pas réparable ou la réparation va coûter plus cher que l'achat d'un produit neuf, qu'est-ce que je peux te proposer? Dans ce cas-là, on va rentrer dans toute une discussion de quel est ton usage,
quel est ton besoin? Est-ce que tu as une famille nombreuse? Comment est positionné ton lave-linge chez toi, etc. Et cette expérience un peu unifiée et clé en main, je pense que c'est là où on va transformer vraiment la vie de nos clients. Donc c'est enfin le vrai vendeur augmenté et cette fois-ci boosté Si on grâce résume, à l'IA. c'est un peu ça. Ouais. Ouais, ok. Siddhartha, une conviction peut-être rapidement sur comment ça va évoluer l'IA d'après toi? Moi, je pense qu'il y aura une vraie évolution sur les coûts. Parce qu'aujourd'hui, les LLM, les coûts, les meilleurs, en fait, ce n'est pas adapté pour la mise en production, notamment sur les cas d'usage à très, très grande échelle. Donc là, j'attends vraiment qu'il y ait une évolution sur les coûts. Les modèles vont être plus optimisés. On va retrouver aussi des modèles qui soient plus petits, avec le même niveau de performance. Un niveau de cas d'usage, pour moi, en fait, il y a globalement 3 cas d'usage qui vont, d'ici dans 2 ans, on verra des vrais exemples de réussite. Le premier, je pense que c'est en interne. Je pense que tout le monde va travailler avec des outils de copilote. Quand je dis copilote, ce n'est pas que Microsoft, mais il y aura cette... Une assistance. Oui, exactement. Un assistance virtuelle pour chaque collaborateur, pour tous les métiers. Ça va, je pense que d'ici dans 2 ans, il y aura plus de maturité. Le deuxième, c'est un vrai exemple réalisation des cas de personnalisation. Laurent on a parlé de personnalisation. Et personnalisation, c'est un sujet qu'on parle depuis 10 ans maintenant. Et on a réussi, en fait, par le passé, à personnaliser en fonction à qui il faut communiquer, dans quel canal. Mais on n'a pas encore craqué, en fait, comment personnaliser le message à grande échelle. Et là, IA générative a une vraie valeur à apporter parce qu'on peut vraiment générer un message potentiellement, mais il faut que le coût soit adapté. Et du coup, là, on va commencer à avoir sur un site web, le même section de site web, on a des contenus qui sont tellement personnalisés en fonction de comportement de client, profil du client, pareil en fait sur email, pareil sur téléphone, etc. Et enfin, on verra d'ici dans 2 ans les cas d'usage des vrais chatbots ou conversationnels en fait. Pour toi, c'est pas encore abouti ce sujet-là, ça va encore s'améliorer. C'est en cours. Aujourd'hui, beaucoup ont lancé, nous aussi, avec des agents conversationnels en interne et on avance très rapidement pour lancer. On commence à lancer en fait dans quelques pays en direct avec les clients. Avec des clients, mais ça reste aujourd'hui des cas qui sont très spécifiques sur les tâches très choisies. Et l'un des problèmes pour les retailers, je pense que pour scaler en fait ces cas d'usage, c'est notamment les fiches produits, les bases produits en fait qui sont pas souvent normalisées, standardisées. On fait toujours la même chose. Ouais, parce que chaque fois, en fait, quand un humain il interagit avec une base de données, il a intuition, il a en fait il peut challenger en fait l'information qu'il a en face, mais avec des agents IA, il ne challengera rien. Hein. Il va discuter avec l'information qui est en face de lui. Donc, c'est pour les humains de faire en sorte que toute l'information avec laquelle l'agent conversationnel va interagir devrait être parfaite parce que en fait, nous, on n'est pas OpenAI. Je veux dire, les entreprises traditionnelles comme Fnac Darty, Club Med, Carrefour, etc., on a très peu de droit à l'erreur. Ouais. Mais il faut qu'on ait l'outil qui fonctionne à 99% de précision. On ne peut pas afficher des fausses prix, on ne peut pas afficher des fausses produits, on ne peut pas afficher des messages. Par contre, un chat GPT, même si ça fonctionne à 60%, c'était le performance au bout de 6 mois de son lancement. Quand on lance des millions de requêtes dans chat GPT, ensuite on analyse manuellement les réponses, on arrive à un niveau de performance qui est 60%, mais qui n'est pas acceptable dans les entreprises grands consommateurs. Ok. Donc ça va s'améliorer en effet. Donc si on conclut, vous êtes d'accord pour dire que c'est plutôt une évolution qu'une révolution, tout ça? Je pense que si on prend ce qu'on a dit, je vais te faire un peu une réponse de Normand. Enfin, désolé pour les Normands. Je pense que c'est les deux. Je pense que c'est une évolution parce qu'on est dans la continuité. On a dit on va venir travailler des use cases supplémentaires, etc. Mais c'est aussi une révolution parce que du point de vue du grand public, c'est des choses qui n'existaient pas. C'est une accélération phénoménale en termes de nouvelles capacités que ça nous donne. Et justement, de ces points de vue-là, c'est une révolution. Je pense on n'en voit que le début. C'est ce que disait Siddhartha. La vraie maturité, qu'elle soit autant dans use case d'efficacité que dans use case customer facing,
elle arrivera dans peut-être 2-3 ans, quand tout le monde aura réussi à intégrer, à ajuster la façon dont il va utiliser les LLM, quand on aura aussi, et je pense que c'était très important dans un enjeu, il y a un enjeu aussi de puissance de calcul et d'efficacité écologique, d'acceptabilité du coût social et écologique des modèles qui seront plus efficaces. On voit il y a de plus en plus de modèles qui maintenant sont capables d'être un peu plus réduits en taille pour une meilleure efficacité. Et donc ça, je pense qu'on en verra vraiment les vrais gains d'ici 2 ans. Là, aujourd'hui, c'est plus porté par des partenaires technologiques forts, en fait, cette révolution, quelque part. Mais le temps qu'elle se distille dans les entreprises, ça va prendre, je pense, quelques années. Merci, messieurs. On a le temps pour quelques questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Parlez bien fort et expliquez qui vous êtes. On vous avait dit qu'ils étaient bons. Jean-Pascal Diamart. J'ai une question qui est un petit peu liée en fait aux évolutions que vous apportiez tout à l'heure. C'est une question pour Laurent et Siddhartha. Vous avez expliqué que vous avez commencé sur de l'IA spécialisée sur vos propres champs de data, et aujourd'hui vous passez sur des IA beaucoup plus classiques avec beaucoup plus de données et un entraînement de data beaucoup plus large. Est-ce que finalement, on n'a pas, si on se projette, j'ai bien compris qu'aujourd'hui tout ça n'était pas encore totalement opérationnel, le jour où c'est opérationnel, vous avez quelque part assujetti l'ensemble de vos traitements à des sociétés tierces qui ne sont pas forcément européennes ni françaises. Est-ce qu'on n'a pas un risque à être inféodé et se retrouver dans un système finalement où on est lié à des sociétés internationales qui finalement nous embête sur le sujet? Vis-à-vis IA spécialisée, je pense qu'on reste toujours sur les IA spécialisées parce qu'on n'est pas encore à un stade de IA généralisée et ça fait peur à tout le monde d'avoir des IA en fait qui sait tout faire mieux qu'un humain. Donc du coup, on va utiliser l'IA générative pour les tâches spécialisées, mais à beaucoup plus grande échelle. Mais sur la question de souveraineté, c'est une grande question. Nous, on a quelques initiatives. On travaille avec Thales pour chiffrer en fait les données les plus sensibles, les données clients, les données RH, etc. À la fois en fait point de vue éthique, mais également sécurité cyber. En fait, moi je vois pas un vrai changement parce que avec l'adoption du cloud, quand on travaille avec un Google, avec un Microsoft, avec un Amazon, ça reste des sociétés américaines. Moi, j'ai un Kia moteur voiture qui est qui n'est pas français non plus. Donc je pense qu'on est on va continuer à consommer des services des sociétés américaines, mais dans un cadre en fait qui soit sécurisé, c'est-à-dire qu'il faut que les serveurs où les données sont hébergées soient en Europe. Il faut que les modèles qu'on va utiliser soient hébergés dans ces serveurs. Qu'on a des contractualisations avec ces sociétés qui soient propres, c'est-à-dire que les informations qu'on va mettre dans ces modèles pour interroger ne devraient pas être utilisées pour réentraîner ces modèles. Il faut qu'on ait un choix. Et c'est là, en fait, le Digital IA Act qui est en cours va jouer aussi un rôle très important. Je pense qu'Europe va reprendre le leadership via ces réglementations pour cadrer cette nouvelle révolution qui est résultat de plusieurs évolutions. Et puis on a des beaux modèles aussi européens qui font preuve. Et on a Mistral et AI et Alpha qui arrivent, ouais. mais je pense que au-delà peut-être de la géographie, je suis d'accord avec tout ce que Siddhartha vient de dire. Je pense qu'il a répondu à l'essentiel de la question. Si je peux rebondir sur 2 points. Il y en a un premier qui est sur les modèles d'IA générative. Je pense que ce qui est important, on le voit émerger de plus en plus, au-delà de savoir dans quel pays ou continent les modèles ont été créés, c'est de savoir est-ce qu'ils sont open source ou est-ce qu'ils sont fermés. Et on voit une émergence de plus en plus forte de modèles open source. Je pense que c'est ça aussi qui, sur des use cases critiques ou sur certaines choses, va permettre un peu de sécuriser le fait qu'on ne va pas être prisonnier d'une entreprise ou d'un consortium particulier. Et je pense que c'est le propre aussi de l'innovation et des sujets technologiques que le fait qu'il y ait des acteurs un peu clés émergents et qu'au début on soit dépendant d'eux. La question c'est comment ça évolue. Et je pense que le risque aujourd'hui de dépendance technologique, il est beaucoup plus fort par exemple quand on parle de cloud que quand on parle d'IA générative. Sur le cloud, il y a tellement d'investissements de départ, d'infrastructures, de je sais pas quoi, et d'acteurs finalement américains qui dominent le marché, mais de manière énorme.
qu'en fait on se rend compte que c'est quasiment impossible aujourd'hui de les rattraper. Et là l'enjeu est de plus en plus fort parce qu'on passe de plus en plus à des infrastructures déployées sur le cloud, que finalement en IA générative où on est au début. Et il faut encourager justement l'arrivée d'acteurs européens un peu plus souverains, etc. Mais je pense que c'est un angle. Le deuxième angle, c'est qu'il faut encourager aussi la partie open source, des modèles plus petits, des modèles qui se développent. Et moi, j'avais eu pas mal de réflexions, notamment de Facebook, de Meta, qui a une position assez intéressante sur le sujet, au travers de Yann LeCun, donc le grand-père un peu fondateur des réseaux de neurones français, qui maintenant prêche chez Meta, qui finalement disait, avec l'IA générative, finalement, l'open source va tellement plus vite en termes d'itération, en termes de ce que les gens peuvent faire, que même s'il est parti avec un temps de retard, il gagne une vélocité énorme. Il est en train de rattraper et de dépasser ce qu'on peut faire dans des modèles fermés et qu'on ne partage pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Allez, oui. Éric Dupré, Système U, directeur de la data. Je voulais savoir comment vous abordiez, pour vos cas d'usage, notamment d'IA générative, le fait de développer en interne ou de travailler avec des startups. Enfin, si on prend l'exemple des fiches produits, il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui travaillent en externe, qui travaillent ce sujet. Donc voilà, comment vous gérez cet équilibre entre faire ou acheter? On en aura une en fin de journée qui reviendra sur ce sujet précisément. Chez nous, c'est assez hybride en fait. Au début, j'ai privilégié de travailler avec des startups, avec des partenaires, parce qu'on ne maîtrisait pas suffisamment la technologie. Les outils un peu clés en main n'étaient pas dispo, comme propose aujourd'hui Microsoft, Google. Mais il y avait déjà des spécialistes en fait qui travaillaient avec des petits LLM, SML, SLM. Et donc on commençait à travailler avec eux. Et en ce moment, on monte en compétences. Et du coup, on commence à internaliser les cas d'usage que je vous ai parlé, l'indexation des images, la traduction automatique. Ça, on l'a fait en interne. Mais il y a des cas plus complexes comme conversationnel. On a fait hybride avec des partenaires comme des startups et aussi des cabinets de conseil. Pour compléter, mais très brièvement, la réflexion du make or buy, elle n'est pas propre à l'IA, je pense. Elle est propre à l'IT dans son ensemble. On est des retailers, on n'a pas vocation à tout refaire en interne, c'est absolument certain. Pour moi, il y a deux enjeux principaux quand on va choisir de faire du make or buy. La première, c'est est-ce que la solution elle est parfaitement adaptée à mon besoin quand je prends une solution du marché? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être adaptée? Souvent, là où ça vaut le coup de venir développer sa propre solution, c'est quand finalement on répond à un besoin très précis et qui n'était pas vraiment adressé par une solution du marché ou en tout cas de manière détournée. C'est le premier point. Et le deuxième, je l'ai perdu au passage. Non, oui, le deuxième qui finalement va être une question qui se posait, qui est de dire est-ce que c'est un produit qui va avoir besoin d'évoluer et dans lequel il va y avoir une innovation qui peut être portée de manière beaucoup plus efficace quand on est chez une solution tierce qui finalement va faire la R&D pour tous les acteurs du marché avec lesquels elle va travailler et va être en mesure de faire évoluer le produit, d'apporter de l'intelligence, chose qui est beaucoup plus difficile en fait en interne. En interne, souvent on est bon pour faire du build, pour lancer un produit, mais faire de la maintenance, c'est compliqué. Et faire de l'évolution sur des produits existants, c'est encore plus compliqué. Donc je pense que c'est les deux critères principaux de choix. Génial. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous.